Bonjour et bienvenue au Talk. Nous sommes avec Clémentine Autain ce matin, qui est députée la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et qui est la candidate pour ce même parti en Île-de-France. Pour les régionales, bien sûr. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une polémique qui est née ce week-end avec Madame Pulvar, qui est candidate au nom du Parti Socialiste en Île-de-France et qui dit que dans les réunions non mixtes, eh bien, il peut éventuellement y avoir des blancs, mais il faut qu'ils restent silencieux. Comment vous interprétez ça et qu'est-ce que vous dites ? D'abord, permettez-moi d'exprimer une forme de lassitude devant ces polémiques qui prennent une place assez délirante dans le débat public, en pleine crise sanitaire, dans un moment où il y a un carnage social incroyable, et ce week-end, ce qui pour moi était plus important, la marche pour le climat. Hier. Tout ça est éclipsé, pas totalement, mais enfin un peu, par l'ampleur qu'a pris cette polémique qui est liée à une offensive de la droite et de l'extrême droite, puisque ce sont Marine Le Pen, Jordan Bardella, Valérie Pécresse et toute une série de leaders de la droite et de l'extrême droite qui lui sont tombés dessus parce qu'elle a dit quoi ? Rien. Ça ne vous gêne pas, ça ? Mais qu'a-t-elle dit ? Incroyable. Dans des réunions non mixtes ou entre personnes de couleur notamment, eh bien, s'il y avait un blanc, il pouvait être là, mais il ne fallait pas qu'il prenne la parole. Oui, alors moi, elle a trouvé ces termes à elle pour essayer de défendre une position qui, en tout cas, moi, est la mienne, parce que c'est le chemin de l'émancipation, et historiquement, ça s'est toujours produit comme ça. Il y a des moments où il faut que les personnes victimes puissent être entre elles pour libérer la parole. Mais ce n'est pas une façon de renverser, comme dirait Pascal Bruckner, le racisme ? C'est Pascal Bruckner qui inverse les choses, puisque ceux qui sont victimes de racisme, ce sont ceux qui vivent les contrôles aux faciès, les discriminations à l'embauche, celles quand on veut trouver un logement, etc. Ce sont ces publics-là qui sont aujourd'hui, dans notre pays encore, victimes de racisme. Et donc que ces personnes victimes décident à un moment donné de se retrouver entre elles pour pouvoir échanger, pour avoir une parole libre, tout est pour pouvoir construire des déclarations de la présidente de l'UNEF. Oui, mais je voudrais juste que chacun et chacune mesure le niveau de délire de cette polémique. Prenez l'exemple des femmes, qui moi m'est cher. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés dans l'histoire, très souvent, et parfois aujourd'hui encore, entre femmes pour parler ? Quand vous voulez discuter, livrer un viol que vous avez subi, honnêtement, qu'il n'y ait pas d'homme dans la salle, c'est parfois une condition sine qua non pour que cette parole puisse se libérer. Vous êtes donc sur la même ligne et vous dites la même chose que Jean-Luc Mélenchon, en fait. Oui, sur ce sujet, oui, en l'occurrence. Et vous ne trouvez pas que c'est quand même assez étonnant dans un pays et avec une gauche qui a toujours prôné la diversité, mais aussi l'égalité, mais aussi la liberté de parole. J'y suis attachée, et même à l'universalisme, voyez-vous. Et à l'universalisme, comment vous expliquez qu'on puisse tolérer des réunions où ne sont pas conviés des gens mais moi, qui ne sont pas de la même race. En fait, c'est l'inverse que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut dénier à des publics qui sont opprimés la possibilité, à des moments donnés, de se retrouver. Mais c'est pas comme ça que se noue le dialogue aussi. Et c'est pas comme ça qu'on fait comprendre aux gens qui, par ailleurs, peuvent exprimer un certain racisme dans leurs propos. Le mieux, c'est peut-être de les inviter, non ? D'abord, c'est quand même assez amusant de voir que tout le camp de ceux qui eux-mêmes génèrent du racisme d'un seul coup, quand il s'agit d'un prétendu racisme anti-blanc, ce qui est quand même incroyable comme terminologie. Bon, bref, passons. Ça existe, la preuve. Non, mélangeons pas tout. Aujourd'hui, dans la société française, il y a du sexisme, il y a du racisme, il y a aussi du rejet des personnes LGBT, des homosexuels. Et des lesbiennes. Donc, c'est ça le problème. Comment on fait pour lutter contre ces inégalités et ces discriminations ? Bien sûr qu'il faut de l'universel. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Mixité. Vous voyez, un mouvement mixte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui est particulièrement attaché à la mixité. Mais dans le même temps où il y avait mixité, il y avait une autre association qui s'appelait les Maris pas clairs, où il n'y avait que des femmes. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des femmes qui ont besoin de se retrouver entre elles pour pouvoir se parler, s'organiser et ensuite pouvoir être dans des lieux mixtes. C'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire de l'émancipation humaine. Dans les syndicats, on a eu le même problème, vous le savez, Monsieur Tréhard. Dans les syndicats, des ouvrières ont demandé à se retrouver seules et on leur expliquait que c'était inadmissible. L'UNEF, justement, à ce titre, soit dissoute
parce que, justement, elle reconnaît qu'elle organise des Non, mais vous voyez le niveau de folie dans lequel on est arrivé. Mixtes racialisées, mais on est arrivé à un niveau de folie incroyable. Donc, il ne faut pas dissoudre l'UNEF. Enfin non, bien sûr que non, il ne faut pas dissoudre l'UNEF. Et je ne comprends pas que toute la gauche... Et je ne comprends pas que toute la gauche ne soit pas soudée, clairement soudée, devant cette offensive de la droite et de l'extrême droite pour défendre l'UNEF, parce que prétendre dissoudre un syndicat étudiant aujourd'hui pour ce triste motif, qui n'est qu'un motif qui n'a à voir que, encore une fois, qu'avec toute l'histoire de l'émancipation humaine, oui, je suis scandalisée. Alors, est-ce que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur dit l'université elle-même est traversée par des courants d'enseignants qui font des recherches ou qui font des enseignements où les mots décolonialisme, intersectionnalité, islamo-gauchisme, tout ça, ça existe, vous le reconnaissez quand même. Islamo-gauchisme, ça c'est une invention à droite. Pourquoi c'est une invention à droite? C'est aussi... Qu'est-ce que c'est que ce mot? La convergence des luttes aussi, d'une certaine façon. Non mais là vous mélangez tout. L'islamo-gauchisme est une insulte qui vise à éviter tout débat sur le sujet précisément du racisme, de la stratégie pour combattre le terrorisme, etc. Oui, mais vous savez que derrière l'islamisme qui n'est pas l'islam, vous avez la violence, le terrorisme. Oui, je vous remercie de cette information. Oui. Mais ça veut dire quoi, islamo-gauchisme? Mais il y a une espèce de bienveillance qui circule dans les rangs de la gauche, non? Non, il n'y a aucune bienveillance dans les rangs de la gauche sur... Donc vous êtes tout à fait à l'aise là-dessus. Alors qu'il y a une partie de la gauche, et d'ailleurs M. Manuel Valls lui-même l'a dit, c'est les gauches irréconciliables sur ce sujet-là. Monsieur Valls ferait bien de balayer devant sa géométrie variable. Oui, Monsieur Valls justement ferait bien de balayer devant sa porte avec ses propres laïcités à géométrie variable et surtout avec le clivage qu'il a instauré. Mais en l'occurrence, nous n'avons aucun souci à débattre de la meilleure stratégie pour faire vivre la laïcité et pour faire vivre le combat nécessaire contre le djihadisme. Je suis déjà venue sur ce plateau vous dire tout ce que nous pensions sur les besoins en matière de renseignement, sur la cohérence nécessaire dans la lutte pour la laïcité, par exemple, avec le Concordat. Vous voyez ce qui se passe à Strasbourg. Cette affaire de Strasbourg n'existerait pas si le gouvernement avait eu le courage, dans la loi, de voter les amendements que nous avons proposés pour supprimer le Concordat qui, aujourd'hui, fait que pour autant, la maire de Strasbourg aurait pu ne pas faire voter cette subvention. Mais qu'a fait le gouvernement? Mais pourquoi c'est le gouvernement alors que là, il s'agit de la municipalité? Mais parce qu'il ne s'agit pas seulement de la municipalité Europe Écologie Les Verts, puisque cette proposition de subvention de la mosquée date d'avant l'arrivée de cet élu. Elle aurait pu justement la retirer. Tout le monde est en cause en réalité. Moi, je vous dis que la solution la plus simple aurait été d'être clair et d'en finir avec le Concordat. Ça, c'est une mesure de laïcité cohérente en République. Il y a du clientélisme électoral avec des associations à caractère islamiste. Ça peut arriver. D'ailleurs, probablement dans tous les bords politiques. Je suis désolée. Ça peut arriver. Et il faut le combattre. Mais là, ce dont il est question, c'est d'autre chose. C'est qu'à Strasbourg, et Strasbourg n'est en l'occurrence par exemple pas Paris, c'est qu'à Strasbourg, les cultes sont financés. Il y a le Concordat. Il y a le Concordat. Et moi, ce qui me choque, et j'aimerais bien vous l'entendre dire, comme j'aimerais entendre... mais moi, je suis là pour poser des questions. Bien sûr, mais comme M. Darmanin et comme Mme Schiappa, nous dire ce qui se passe. Par ailleurs, vous savez peut-être que l'association en cause, qui crée la mosquée, est par ailleurs subventionnée par l'État. Qu'a fait le gouvernement? Donc tout ça est une hypocrisie, tout cela est une manipulation politique. Qui est un faux-né du régime de monsieur... Bien sûr, et c'est gravé dans le joint. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la gauche, justement, quand même, en étant beaucoup sur ces terrains-là... c'est vous, c'est l'agenda de l'extrême droite Est-ce qu'elle n'a pas oublié le peuple pendant ce temps-là? C'est-à-dire qu'on voit que le peuple se détourne beaucoup vers le Rassemblement national, alors qu'avant, il était plutôt proche du Parti communiste et de grande partie de la gauche. Oui, alors je l'ai déjà dit aussi et je veux bien le redire, nous avons vécu au XXe siècle un effondrement de la tradition du mouvement ouvrier, d'abord avec un effritement du Parti communiste français, puis plus récemment, avec les échecs de la social-démocratie partout en Europe, je dirais un effondrement du Parti socialiste, et singulièrement depuis le quinquennat Hollande, où vous voyez bien que là, le Parti socialiste s'est effondré. Donc on est devant une obligation de reconstruction d'une gauche dans ce pays. Donc je ne vais pas vous dire que tout est facile, mais nous sommes au travail, et ce travail doit se faire à partir de discussions au sein des gauches et des écologistes, mais qui soient des discussions franches sur les sujets essentiels pour pouvoir avancer.
Il y a des élections régionales, normalement, on va voir si elles ont lieu, mais dans la deuxième quinzaine du mois de juin, vous êtes candidate pour la France Insoumise en Île-de-France, et on s'aperçoit que dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire au nord de la France, dans cette région, eh bien, les partis de gauche ont réussi à se mettre d'accord pour être derrière Karima Delli, qui est la candidate écologiste, mais le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti La France Insoumise se sont rassemblés derrière. Pourquoi c'est pas possible en Île-de-France ? D'ailleurs, vous avez vu qu'à ce moment-là, ce sont notamment Hugo Berlaïcis pour la France Insoumise qui a créé quelque part voilà, le premier geste pour arriver à cette union. D'accord. Dans un département, dans une région, pardon, c'est important de le dire, où aucun des candidats dans les sondages n'atteignait les 10%. Et là, maintenant, ils sont plutôt entre 22 et 25%. Voilà, et où la gauche, aucun n'atteignait les 10%. Or, faire 10%, il faut le dire aux élections les régionales, pour être c'est la qualifié condition au deuxième tour. pour se maintenir au second tour. Et il n'y a aucun élu régional aujourd'hui à la région, dans la région. Alors en Île-de-France. Et une menace d'extrême droite véritable. En Île-de-France, pourquoi vous n'arrivez pas ? La situation en Île-de-France n'est pas la même. Ouais. Cela ne vous aura pas échappé. Enfin, il y a un sondage qui vient de tomber de BVA, qui n'est quand même pas très flatteur pour la gauche, désunie. 31% pour Mme Valérie Pécresse, 16% pour le candidat du Rassemblement national, M. Bardella, 15% pour le candidat de la majorité présidentielle, M. Saint-Martin, et puis après, Mme Pulvar pour le Parti socialiste à 12%, M. Bayou pour les écologistes à 11%, et vous à 9%. Mais si vous unissiez vos efforts, peut-être que vous pourriez davantage peser. Alors, d'abord, au premier tour, unir ses efforts, je fais juste ce petit rappel électoral. Ouais. 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 3. Ouais. Voilà. Donc, il faut, voilà. C'est un scrutin où il y a 2 tours. Moi, j'ai demandé très tôt à ce que Audrey Pulvar et Julien Bayou s'engagent très clairement devant les électeurs de gauche à dire qu'au second tour, s'ils sont en tête, comme je m'y engage, moi, si je suis en tête, je m'engage à mettre toute mon énergie pour que nous ayons une liste de rassemblement au second tour. Si vous êtes tous les trois au-delà, enfin, non, même s'il y a un, voilà, il faut qu'il y en ait un qui soit au-delà de 10%. Il suffit d'une liste et nous... Vous le ferez ? Ah oui, je m'y suis engagée depuis le début, très clairement. D'accord. Ensuite, est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut essayer, dès le premier tour, de vous rassembler, de se rassembler ? Je vois que les choses sont compliquées. Monsieur Bayou avait fait une proposition à laquelle j'avais répondu favorablement. On ne me répondait pas sur le second. J'ai été étonnée qu'on ne me réponde pas sur le second et que d'un seul coup, il y ait une proposition pour le premier, pardon. Pourquoi pas ? Allons-y. Moi, j'ai dit tout de suite ma disponibilité. À ce jour, je n'ai aucune proposition pour que nous ayons une réunion. Donc, c'est pas aussi simple que cela. Qu'est-ce qui vous distingue les uns et les autres ? Moi, j'ai dit, j'ai pas du tout envie de jouer au jeu des 7 différences dans cette élection. Ouais. Chacune peut constater que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes engagements politiques. Mais par le passé, vous avez fait cause commune aussi. Et il s'agit aussi de faire cause commune au second tour. Ouais. Voilà. Mais je ne vais pas jouer au jeu des 7 différences maintenant. C'est aux électeurs et aux électrices de trancher. Moi, si je suis en tête, je veux ce rassemblement, j'y tiens. Et je fais le pari, un peu contraint, puisque les discussions n'ont pas eu lieu pour le premier tour, à un moment où il aurait été sage de le faire, notamment en septembre, octobre, novembre, où Julien Bayou, par exemple, a dit qu'il voulait le rassemblement, mais uniquement du pôle écologiste, où Audrey Pulvar s'est lancée en s'adressant à tout le monde, sauf à la France Insoumise. Donc j'ai pris acte de ce paysage, et maintenant, je crois que nous devons, chacune, chacun, faire au mieux, rassembler sa famille politique et au-delà, et tenter de nous hisser le plus haut possible, parce que si, au second tour, l'addition fonctionne, voire même permet une dynamique, dans le cadre d'une quadrangulaire, rien n'est joué et nous pouvons gagner la région Île-de-France. Vous vous souvenez de 2015, avec cette élection régionale, M. Bartolone, pour la gauche, candidatait, et il a été plombé, sa campagne a été plombée, justement parce qu'il estimait que Mme Pécresse était une forme d'incarnation de la France blanche, et ça n'avait pas plu. Les propos de Mme Pulvar peuvent-ils la handicaper de la même façon ? Écoutez, ce que je constate, c'est que dans ses propres rangs, il y a eu visiblement beaucoup de gêne, puisque les socialistes ne se sont pas bousculés au portillon pour défendre Mme Pulvar. Donc je ne sais pas comment cela va évoluer. Moi, je pense que les propos d'Olivier Faure ce matin, disant qu'il reconnaissait aux victimes le droit de se réunir entre elles, me paraît être un pas important. Et j'espère qu'au Parti socialiste, on va comprendre ce que sont aujourd'hui les opérations de la droite et de l'extrême droite, où ils veulent nous emmener sur leurs agendas politiques, sur leur terrain, et nous faire reculer sur ce qui est notre cœur
de fondement à gauche, c'est-à-dire le combat pour l'émancipation humaine et qui passe par la possibilité des opprimés de participer à la lutte et de libérer leur parole. On est avec Clémentine Autain ce matin dans les locaux du Figaro et on continue ce stalk avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Clémentine Autain. Bonjour. On commence avec Pierre sur Facebook qui vous demande « La France insoumise peut-elle vraiment s'implanter en Île-de-France et comment ?» Oui, d'abord, elle est déjà implantée. Alors, on voudrait toujours implanter plus encore, aussi parce que c'est un mouvement jeune. Là, dans cette campagne, je fais campagne avec les Insoumis, les communistes, le mouvement aussi de Gérard Filoche, GDS, peut-être d'autres avec qui nous discutons. Et donc là, ce dont il s'agit, en tout cas dans la campagne régionale, c'est en effet de se déployer sur l'ensemble du territoire et de faire grandir l'espoir d'être en tête à gauche le soir du premier tour. Autre question. On continue. Jean-Christophe Lagarde, député UDU de Seine-Saint-Denis, a appelé ce matin à la fermeture des écoles, alors que le taux d'incidence du département, c'est l'un des plus élevés de France. On parle du Covid, là. Exactement, pardon. Y êtes-vous favorable, vous demande Maxime. En fait, je suis très, très en colère sur la question des écoles, vue de la Seine-Saint-Denis en particulier, puisque la situation est dramatique, les taux d'incidence y sont beaucoup plus élevés, le nombre de fermetures d'écoles, l'école de Drancy est devenue un triste symbole de ce qui ne va pas, et donc là je me retourne vers le ministre Blanquer, dont on se demande vraiment ce qu'il fait à part de la communication sur des choses y compris fausses. D'abord, ces protocoles qui se suivent et sont inapplicables. Franchement, j'ai pas de mots, mais je veux dire, c'est insupportable pour la communauté enseignante. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous dit... Vous êtes pour la fermeture des écoles ? Je réponds à la question. Ouais. Moi, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est des masques FFP2, ouais. D'accord, des protocoles sanitaires qui ressemblent à quelque chose et qui ne donnent pas davantage de travail que de solutions. Les tests salivaires ont été un fiasco, donc comment est-il possible qu'on n'arrive pas à tester dans les écoles ? Et enfin, la vaccination. Quel engagement prend le gouvernement d'une vaccination rapide des personnels enseignants qui devrait être prioritaire ? Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que l'objectif, pour moi, ce n'est pas de fermer les écoles. Mais pour ne pas arriver à ce stade ultime, encore faut-il qu'on ait un pilote dans l'avion. Or, M. Blanquer met en danger aujourd'hui les enseignants. Il met en danger les enseignants. Des élèves aussi, mais les enseignants qui sont évidemment plus vulnérables que les enfants. Ouais. Et là, il y a également beaucoup d'angoisse. Et je salue d'ailleurs l'initiative qui a été prise par la FSU de nous la Fédération des parents d'élèves. Parents d'élèves. Non, la Fédération. Voilà, qui une fédération de gauche de parents d'élèves, voilà. Voilà, qui appelle à un printemps des parents, mercredi à 18h. Et donc, je pense que c'est bien qu'on aille tambouriner devant les instances. Le rectorat. Le rectorat. Le ministère, pour dire que si on veut nos écoles ouvertes, alors il faut que nous ayons suffisamment de moyens et toutes les garanties. On continue avec Tom sur Twitter qui fait remarquer que Valérie Pécresse a favorisé les lycées privés au détriment des lycées publics. Résultat, les lycées sont surchargés, dégradés et aucun projet n'avance. Quelles seraient vos propositions sur le sujet ? Est-ce vrai, ça, d'abord ? Elle aurait favorisé les établissements privés, Mme Pécresse. Ah, mais clairement. Mais à un point, vous n'imaginez pas. C'est Qu'est-ce considérable. Qui vous permet de le dire, les budgets. Ouais. Les budgets, en fait. Y compris, elle a financé des établissements très limites, du point de vue du contenu, de l'enseignement. Je pense à Espoir Banlieue, qui est un réseau d'écoles privées qu'on n'était pas obligé, que la région n'était pas obligée de subventionner. Et ce sont des sommes colossales qui ont été données, par exemple, à Espoir Banlieue. C'est-à-dire des sommes colossales, combien ? Je n'ai pas le chiffre là à l'instant en tête, mais rassurez-vous, il est dans mon livre qui sortira. Alors vous sortez un livre, Pouvoir vivre en Île-de-France, voilà. qui sort au seuil le 6 mai. Je ne veux pas vous dire une bêtise de chiffres, mais en tout cas, ce sont des sommes qui sont des sommes colossales. Et ce n'est pas simplement ça, parce que c'est aussi des aides pour, par exemple, rénover les établissements. Or, quand on voit l'état des établissements publics, on se dit qu'il y a d'autres priorités, normalement, quand on est républicaine, laïque, et la priorité devrait être donnée aux établissements publics. C'est l'engagement que je prends,
C'est-à-dire que si je suis demain présidente de la région, je peux vous assurer que la priorité sera donnée aux établissements publics en termes d'investissement et de soutien, contrairement complètement à ce qu'a fait Mme Pécresse. Dernière question. On repart sur le Covid. Vous avez dénoncé une certaine soumission à l'égard des grands groupes sur la question des vaccins. WOOF fait remarquer sur Twitter que sans leur force de frappe et leur puissance financière, il aurait été impossible de sortir un vaccin en moins d'1 an. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que ce n'est pas la compétition qui fait l'efficacité dans la recherche du vaccin? En tout cas, c'est une vraie question. Hein. Est-ce que presque c'est l'essence du capitalisme qui est posée là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un autre moteur dans la vie que la concurrence entre des groupes privés et l'appât du gain? Et l'appât du gain, de l'argent, c'est-à-dire dégager des profits. Moi, je pense qu'on peut trouver mieux. Oui, je pense qu'on peut avoir dans des structures publiques de l'émulation et que le bien commun, agir pour le bien commun, est aussi un formidable levier pour être compétitif. Vous voyez ce que je dis, pour se dépasser. Il faut lever les brevets. Il faut lever les brevets. C'est ça l'urgence aujourd'hui, c'est lever les brevets, produire. Rendez-vous compte qu'en France, à l'échelle de l'Union européenne, on a commandé 2 milliards de doses de vaccins et on en a 70 millions. Et pourquoi on n'en a que 70 millions? C'est qu'en fait, on les a payés à un prix pas trop cher et que les premiers qui sont honorés par les grands groupes sont des pays qui ont payé plus cher. Donc c'est bien une logique de compétition par l'argent qui nourrit la possibilité ou non d'accéder aux doses avec une très concurrence. Très cher, vous seriez monté. Mais parce que, oui, je serais monté. Vous auriez dénoncé cela. Je serais monté dans les tours parce que ce qui me rend malade, c'est qu'un groupe qui produit des vaccins puisse dégager, je pense à Pfizer, il dégage des marges de 20 à 30%. Bon, ces 20 à 30% de marge, j'aimerais mieux qu'ils soient réinjectés pour produire des vaccins. Par ailleurs, la concurrence est une folie, parce qu'on va à moins de mètres, et encore, même le mur du Mexique n'empêcherait pas qu'il y ait une circulation du virus. Donc on est interdépendants. Donc dès lors qu'on est interdépendants, il faut que la vaccination soit la plus rapide et se fasse pour l'ensemble de la population mondiale. Merci Clémentine Autain, merci. À vous. Je rappelle que vous sortez un livre le 6 mai prochain au Seuil, Pouvoir vivre en Île-de-France, et que vous êtes candidate pour la France Insoumise en Île-de-France, alors qu'aujourd'hui vous êtes députée La France Insoumise. Merci beaucoup. Merci de vos questions, chers internautes, qui étaient nombreuses ce matin, avec Sacha Beckerman, qui s'en est fait l'écho. Merci Sacha. Et à demain, si vous le voulez bien.